dans cet atelier Faciliter le numérique pour tous. Nous attendons encore quelques participants et nous allons pouvoir démarrer. Donc, on vous redonne la consigne de bien vouloir éteindre votre micro, s'il vous plaît. Et puis, on va accueillir les derniers participants. Nicolas, est-ce que… Donc, je serai donc Marie-Josée Guillon, chargée d'animation au CARIFOREF. Je serai accompagnée donc de Nicolas Boisard, à qui je vais demander où on en est en fait de l'accueil des participants dans la salle d'attente. Marie-Josée, bonjour à tous. On est quasiment là avec l'ensemble des participants. Okay. On est à 31 participants, animateurs compris. Et puis, je veille sur la salle d'attente. Voilà. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cet atelier dont l'objectif donc est de viser à repérer et échanger sur les freins à l'accès numérique et les dispositifs, ressources, modalités d'accompagnement mobilisables pour lever ces freins. Donc, c'est un atelier qui fait suite à un précédent atelier qu'on a organisé pour la première fois pendant le confinement. C'est le confinement qui nous avait amené à organiser cet atelier. Donc, on a repris des éléments de cet atelier. Alors, vont intervenir aujourd'hui Éléonore Bleuzen du Césaire Pays de la Loire, François Béziot du SGAR Pays de la Loire, Grégoire Barbeau du Hub Conum Pays de la Loire aussi, donc les personnes se présenteront, et Emmanuel Lemoine de la Ligue de l'enseignement de la FOL 85 de Vendée, qui va nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Donc Marie-Josée Guillon, je vais animer cet atelier avec Nicolas. Le programme, donc on va d'abord avoir un premier point sur la situation de l'électronisme en Pays de la Loire, donc par Éléonore Bleuzen. Ensuite, François Béziot nous fera un point sur le déploiement des France Services et Grégoire Barbeau nous présentera les acteurs du numérique en Pays de la Loire et fera un point sur l'inclusion numérique. Donc, cette première partie va nous conduire jusqu'à 10 heures. À l'issue de ces 3 présentations, nous ferons une pause d'1 quart d'heure et puis nous travaillerons ensuite en atelier en 2 temps. On va aborder comment faciliter la connectivité de nos publics. Donc, de 10h15 à 11h. Et ensuite, on fera une pause de 5 minutes et on aura un second atelier dans l'atelier où on abordera les solutions pour faciliter l'usage du numérique et la montée en compétences. Alors, l'alimentation de ces ateliers, elle va se faire à partir des freins que vous aurez pu identifier. Et on va démarrer donc l'atelier par un petit sondage sur les freins, sur comment vous, dans vos pratiques professionnelles, vous identifiez les freins d'accès au numérique. Est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, je vais lancer le petit sondage. Alors, et je vais recopier donc dans la discussion. Vous allez retrouver le lien vers le sondage. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est c'est d'utiliser… Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ici? Est-ce que vous voyez l'écran de sondage? C'est bon? OK, merci Grégoire. Donc, en fait, vous avez ici un petit tableau. Je vous propose de prendre un post-it ici. Vous prenez une couleur au hasard et de lister les freins d'accès au numérique. Donc, une idée par post-it. Et puis, de le faire, on se donne 10 minutes pour faire ça. C'est parti?
Alors, vous pouvez aussi déposer dans le chat, en fait, les freins d'accès au numérique et puis on pourra en recopier, on pourra les recopier dans le tableau de post-it. Alors là, ça va vite, il y en a beaucoup. On va essayer de les ranger un petit peu. Alors maintenant, essayez en tant que possible de les mettre directement sur les post-it parce que là, on a beaucoup de messages qui arrivent et il ne faudrait pas qu'on en rate. Alors, est-ce qu'on a encore des messages qui arrivent? Alors, on va laisser ouvert ce tableau pendant toute la durée des interventions. On va continuer à mettre en ordre un petit peu les post-it pour s'y retrouver. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a, je les ai répartis en deux catégories, hein. Beaucoup de choses sur le manque d'outils. Ne possède pas les outils informatiques, les connexions, zone blanche, manque de matériel, pas d'accès Internet.
On a ensuite des choses sur les usages, la non-maîtrise de l'outil informatique. Alors, électronisme, ben, ça tombe bien parce qu'on va avoir une intervention sur ce sujet. Manque de compréhension, quelque chose par rapport à des publics spécifiques. Les personnes d'un certain âge n'ont pas eu l'occasion d'utiliser Internet. Le vocabulaire, besoin de pratiquer dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que ce sont des conditions physiques ou cognitives? Difficulté de compréhension du français. Donc, comment accéder au numérique quand je maîtrise pas bien le français? Éloignement, non-maîtrise de démarches administratives seules, ok. Impossibilité de s'adresser à une personne. Alors là, il faudrait un petit peu préciser, savoir si c'est de s'adresser à une personne, de trouver quelqu'un pour accompagner. Méconnaissance de peur, besoin de pratiquer dans de bonnes conditions et de bonne manière, on l'a déjà. Voilà. Écoutez, vous pouvez continuer à alimenter ce tableau. On va arrêter ce temps de partage et on va démarrer l'intervention. Donc, je vais proposer à Madame Blenzen de nous présenter la situation de l'électronisme en Pays de la Loire. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, le Carrefouref nous a invités au niveau du Césaire pour présenter notre étude récente qui est sortie donc en octobre 2021 sur l'électronisme. Donc, alors le Césaire, c'est quoi déjà? Donc, c'est le Conseil économique, social, environnemental régional. C'est une assemblée consultative de 120 conseillers et conseillères issus de la société civile et c'est nommé par le préfet. Donc, on a vraiment un rôle de consultation au niveau de la région, notamment par rapport au budget de la région, mais aussi par rapport à des politiques publiques bien précises. Soit c'est la région qui nous saisit directement et qui veut un avis du Césaire sur une politique publique bien précise, soit c'est nous directement au niveau du Césaire qui nous auto-saisissait d'une politique publique. Et là, dans le cadre de l'électronisme notamment, c'est ce qui s'est passé. C'est le Césaire directement qui a souhaité travailler sur cette thématique. Et puis, au niveau de nos commissions, on est répartis par 7 commissions thématiques. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site directement du Césaire. Donc, agir contre l'électronisme en Pays de la Loire. Donc, c'est une étude menée par la commission éducation, formation, métiers de demain, dans laquelle je suis secrétaire. Donc, pour commencer, l'électronisme, c'est quoi? C'est la contraction d'illettrisme et d'électronique. C'est apparu officiellement fin des années 90. Et pour l'INSEE, c'est le fait de ne pas posséder les compétences numériques de base, envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes en ligne ou de ne pas se servir d'Internet. Si on va plus loin dans la définition, je viens à la diapo d'après, s'il vous plaît. Selon l'INSEE, il y a quatre compétences numériques de base, à la fois la recherche d'informations, la communication, l'usage de logiciels et la résolution de problèmes. Donc, usage de logiciels, c'est tout simplement traitement de texte, communication, voilà, c'est ce qu'on fait là actuellement aujourd'hui. Recherche d'informations, on est plutôt sur tout ce qui est, par exemple, je souhaite avoir une information sur tel domaine, comment je m'y prends, quel serveur peut être ou quel site peut être authentique. Et la résolution de problème, c'est par exemple, je vais accéder à mes comptes en ligne, comment est-ce que je m'y prends? Au niveau du Césaire, on a rajouté aussi la compétence sécurité qui, tout simplement, a été en fait par plusieurs institutions, notamment au niveau européen, est une compétence numérique de base qui est intégrée dans ces quatre compétences. L'INSEE ne l'intègre pas spécialement, mais nous, au niveau du Césaire, nous avons décidé de l'intégrer dans notre étude. Alors, comment ça se répartit? Voilà, on a une définition assez flottante des personnes électronisme. On a en fait, selon
Donc là, c'est plutôt la base Eurostat. On a en fait un classement, entre guillemets, fait par rapport aux compétences. Alors, soit on a une compétence nulle côté 0, une compétence basique côté 1 ou compétence plus que basique côté 2. Et en fait, ceci permet, en fonction du total général, de savoir si, quel est le degré, entre guillemets, d'électronisme. Voilà pour ça. Ensuite, on avait fait le parallèle entre illettrisme et électronisme parce qu'effectivement, l'illettrisme est dérivé, on va dire, de l'illettrisme. Alors, il y a quand même des différences. Bon, déjà, l'illettrisme au niveau de la définition et l'électronisme, voilà, incapacité à lire, écrire et compter, incapacité à utiliser des outils numériques. Au niveau du facteur d'exclusion, c'est la même chose. Après, il y a plusieurs différences. C'est-à-dire qu'au niveau de l'illettrisme, on va se concentrer plutôt sur une population qui est en situation d'exclusion par rapport à l'électronisme, et on va le voir dans différents constats, qu'en fait, il peut concerner toute catégorie socio-professionnelle et tout âge, et on va voir que les jeunes ne sont pas épargnés. L'illettrisme est un apprentissage qui, une fois est fait, est acquis définitivement, alors que l'électronisme peut être partiel et demande en fait une mise à jour au fur et à mesure. Au niveau aussi politique publique, l'illettrisme est enfin un phénomène clairement identifié par la société. Il y a vraiment une politique publique liée à la lutte contre l'illettrisme. Or, l'électronisme, c'est encore nouveau. Même s'il y a des choses qui ont été faites à la fois par le gouvernement, à la fois par certaines collectivités, on a aussi bien évidemment tout le secteur associatif notamment qui prend en compte cette problématique, mais c'est encore quelque chose d'assez nouveau parce qu'on estime que voilà, Internet est là depuis très longtemps, tout le monde sait utiliser un ordinateur, tout le monde sait utiliser Internet et ça pose pas de soucis. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, et on l'a vu notamment sur les post-it, le matériel qui est peu important pour l'illettrisme et qui peut être très coûteux pour l'électronisme. Alors, par la suite, voilà un état des lieux un peu, alors ça c'est vraiment au niveau national de l'électronisme en France. Donc en chiffre général, c'est à peu près 17% de la population qui est en situation d'électronisme. Ça, ce sont vraiment des chiffres de l'INSEE qui sont assez récents parce qu'ils datent de 2019. Il y a un tiers des Français qui s'estiment peu ou pas compétents pour utiliser un ordinateur, donc à peu près 18 millions de personnes. Et puis, un des chiffres aussi qui peut être intéressant, c'est 38% des usagers manquent au moins une compétence numérique de base et 2% en sont dépourvus de toute compétence numérique. Alors, si on va un peu plus loin dans les chiffres, je veux bien la diapo d'après, on a vraiment 3 fractures qu'on retrouve, une fracture générationnelle, une fracture socio-économique, une fracture territoriale. Je reviendrai sur les abandonnistes juste après. Fracture générationnelle, oui, là j'ai un facteur de risque d'électronisme, notamment les populations les plus âgées. Attention par contre à ne pas avoir le cliché du jeune qui est un as du numérique parce que ce n'est pas le cas. On a une fracture socio-économique parce que oui, on voit qu'en fonction du niveau de diplôme, de la catégorie socio-professionnelle, de la pauvreté ou du handicap, on a une différence significative d'appropriation de ces compétences numériques. Et puis une fracture territoriale qui a été là pareil évoquée dans les post-it avec les zones blanches notamment. Alors les abandonnistes, c'est quoi? Juste avant de revenir sur la diapo d'avant, pardon. Les abandonnistes, c'est quoi? C'est les personnes qui abandonnent une démarche dématérialisée parce que justement, il faut utiliser Internet ou qui n'arrivent pas en fait à aller au bout de cette démarche. Et actuellement, plusieurs rapports le disent, que ça soit l'INSEE, que ça soit un récent rapport du Sénat qui est sorti en septembre 2020. Il y a à peu près un tiers des Français qui abandonnent des démarches administratives. Alors, ce qui est un peu ennuyant puisque on a quand même une volonté de dématérialiser de plus en plus des démarches administratives. Pardon, on peut passer sur voilà, sur la diapo d'après. Donc, c'est vraiment un sujet de société et d'actualité et je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui. On sait très bien que le numérique, il prend une place de plus en plus importante. Ça a été majoré par la crise sanitaire Covid. Nous, on l'a bien vu. Alors, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on a choisi de travailler ce sujet d'électronisme avant la crise du coronavirus. Donc, on a été
content, mine de rien, d'avoir anticipé ce sujet, puisqu'on a eu beaucoup de matières et beaucoup de choses qui sont ressorties par rapport à cette crise. Le risque, c'est quoi? C'est de fracturer encore plus la société. Donc, il y a vraiment un enjeu global d'adaptabilité au monde contemporain et que ça fait partie d'une des compétences de base, entre guillemets, pour avoir accès à tous nos droits en tant que citoyens aussi. Et pour finir, voilà, peu de chiffres en Pays de la Loire surtout. Ça, c'est quelque chose où je voulais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on a vraiment très, très peu de chiffres en Pays de la Loire. Facteurs de précarité, voilà, et d'inégalité sociale. C'est ce que je vous ai dit, il y avait vraiment un risque de rupture de l'égalité des citoyens. Il y a un phénomène de renoncement au droit qui est assez important aussi. Un impact bien évidemment sur les ressources financières, sur la santé mentale et psychologique. Alors oui, par exemple, pendant le Covid, on a vu que le numérique permettait notamment aux personnes âgées de continuer à avoir du lien avec leurs proches. Mais c'est vrai que de base, si on ne sait pas utiliser un ordinateur ou si on ne sait pas utiliser FaceTime, par exemple, c'est compliqué et ça exclut complètement de toute relation sociale. Donc, ce qui est important, en tout cas, c'est vraiment un accompagnement. Il y a vraiment un changement de nature dans le métier de travailleur social aussi, dans l'accompagnement des personnes, à la fois à l'autonomie du numérique, mais aussi au moins à l'accès aux droits et à avoir des démarches complètes, faites dans les temps et en règle en version numérique. Il y a eu beaucoup de politiques publiques successives qui sont adaptées et plus ou moins adaptées, on va dire. L'angle d'usage est très récent. Avant, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'équipements. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était un peu noir et blanc. Bah, tu as un ordinateur, bah oui, tu es électroniste parce que tu ne peux pas utiliser l'ordinateur ou Internet. Tu es dans une zone blanche, tu ne peux pas non plus. Et là, en fait, il y a vraiment l'angle usage qui s'est mis dans le schéma vraiment de la réflexion de la politique publique. Et ça, c'est très important et ça change en fait tout. Et c'est pour ça d'ailleurs, on va le voir, mais sur les différents ateliers qui sont proposés, on a vraiment cet angle d'usage qui est mis en avant parce que très important. Actuellement, il y a 2 outils de diagnostic, le PICS et le CLEA numérique. Je pense qu'on en reviendra certainement dessus, donc je ne fais pas plus d'informations là-dessus. Il y a des structures multiples, les hubs connectés, les Mednum, les tiers-lieux, les maisons France Service, pareil, vous allez avoir des développements plus experts que moi. Et puis, il y a eu en 2018 une stratégie nationale pour un numérique inclusif, voilà, renforcée en 2020 avec la crise Covid. Donc, sur les enjeux et problématiques transversales qu'on peut voir, je vais aller assez vite là-dessus. Alors, plusieurs choses. Donc, l'électronisme est en lien avec l'illettrisme, c'est-à-dire que si on est illettré, oui, on a de plus de difficultés à avoir accès à un ordinateur. En temps de crise, l'électronisme creuse encore plus les inégalités et ça a été accentué par la crise Covid et vu en tout cas par la crise Covid. Il y a vraiment une question aussi du choix du support, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur. Il y a beaucoup plus de Français actuellement qui ont un smartphone qu'un ordinateur. C'est en pleine diminution. Alors, l'ordinateur a refait un peu surface avec là, le télétravail et la crise Covid. Néanmoins, on voit que les Français ont plutôt un usage smartphone, donc application, qui n'est pas la même chose quand on demande par exemple un traitement de texte sur ordinateur. Donc oui, le numérique est utilisé de façon ludique, on va dire, mais pas forcément d'un point de vue usage professionnel. Et puis, l'accompagnement numérique, il y a de nombreuses initiatives, mais il y a un soutien et une organisation qui sont très disparates. Là, je pense que Grégoire pourra en parler totalement sur les différents acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont pris en compte cette politique et cette problématique d'électronisme. Mais par contre, on voit qu'au niveau financier notamment, il n'y a pas de financement pérenne. Et puis, il y a une disparité d'offres qui n'est pas forcément concentrée et adaptée aux besoins. Et puis, il y a eu dans toutes les études, enfin dans tout ce qu'on a pu voir en tout cas au niveau de nos constats, il y a quand même un cas particulier pour les NEET, donc qui sont les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en insertion, ni en études, qui sont très très touchés par l'électronisme. Ensuite, on avait fait donc des enjeux et problématiques au niveau de l'éducation et de l'orientation. Donc ça, plusieurs choses qui peuvent vous faire résonance avec des situations que vous connaissez. À la fois l'équipement inégal des familles. Oui, une famille parfois n'a pas d'ordinateur ou parfois une famille a plusieurs ordinateurs. Donc ça a été d'ailleurs très compliqué quand il y a eu le premier confinement et l'école à distance.
Il y a la compétence et l'usage des jeunes. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment, on a un cliché de dire, voilà, les digital natives, ils sont nés avec internet, on sait utiliser, l'ordinateur comme notre poche sans souci. C'est pas forcément vrai. Et puis la question se pose notamment pour tout ce qui est, leur orientation, où il y a beaucoup, beaucoup de choses numériques et malheureusement, pas forcément, des jeunes qui ont l'usage d'avoir ces outils en tout cas et d'utiliser ces outils. Et puis les enseignants malheureusement où on a le préjugé qu'un enseignant est complètement habile avec le numérique, on lui impose de faire parfois de l'enseignement à distance alors qu'il y a besoin de formation. Sur les enjeux et problématiques, alors voilà, formation et apprentissage, ça je pense que ça va vous parler un petit peu plus. Donc on a à la fois le cas de l'électronisme initial, c'est-à-dire que soit il y a une question d'équipement, de connexion, une question d'usage. Est-ce qu'on a un désintérêt numérique? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on a une appréhension du numérique qui fait que, en fait, on n'a jamais voulu utiliser un ordinateur ou un smartphone ou Internet parce que on a un manque de repères dans le numérique et c'est quelque chose de complètement obscur. Donc ça, c'est le cas de l'électronisme, on va dire, initial. Donc ça, l'outil qui peut en tout cas permettre de pallier à ça, c'est plutôt le CLEA numérique. En deuxième enjeu, on a vu que le cas de l'électronisme est lié aux évolutions aussi rapides des logiciels et de l'environnement numérique. On l'a vu, on a peut-être nous tous eu déjà plusieurs versions de Zoom, plusieurs versions de Word, et pour le coup, il faut parfois se réadapter à chaque fois. Et donc, c'est vrai que, comme je vous le disais, par rapport à l'illettrisme où on est vraiment sur un apprentissage qui est définitif, là, on est toujours en perpétuelle évolution. Et puis, problématique qui se pose aussi, c'est toute la question de la formation à distance. Et puis, pour finir, les problématiques liées plutôt à l'exercice des métiers. Beaucoup d'entreprises ont pris le virage du numérique, mais ne se sont pas forcément assurées que les salariés étaient eux aussi adeptes pour utiliser les différents outils. Donc ça, c'est la première chose. Les situations d'électronisme total ou partiel sont difficiles à identifier et ça a été vraiment le retour de plusieurs chefs d'entreprise. Et si on parle par exemple de formation aussi, des organismes de formation qui nous disaient mais c'est compliqué en fait d'identifier et de diagnostiquer ces situations. Et puis, dernier enjeu, c'est vraiment que l'électronisme place en situation d'exclusion de la vie d'entreprise notamment. Quand on doit faire des demandes de congés payés, des demandes de formation par une plateforme, mais qu'on ne sait pas accéder à cette plateforme, ça pose souci quand même sur l'intégration dans la vie de l'entreprise et pour ses droits. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour les ressources, donc, je vous invite à aller voir l'étude du Césaire, donc qui est directement sur notre site internet. On a après en ressources qu'on vous a mis, on a fait un colloque le 25 novembre et vous avez une table ronde formation professionnelle. Donc ça, c'est une vidéo qui est directement disponible sur YouTube. Il y a un rapport d'information du Sénat sur l'électronisme qui date de 2020, qui est très, très bien fait. Malheureusement, ce rapport a accouché d'une toute petite souris. Donc, il y a eu beaucoup de préconisations, beaucoup de choses qui étaient très, très bien. Mais finalement, la loi qui est passée avait quelques préconisations, mais rien qui pouvait changer ou faire évaluer de façon drastique cette politique publique. Et puis, dernière ressource qui est le livre blanc contre l'électronisme du syndicat de la presse sociale, qui a été un des premiers ouvrages, en tout cas assez complet sur cette thématique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Alors, il y avait une question sur est-ce que le support sera mis en ligne? Oui, bien sûr, l'ensemble des supports seront mis en ligne sur le site du Choisir mon métier, dans la partie replay. Alors, merci, c'était très clair. Pas de questions? Non, merci, très clair. Alors, pas de questions. Donc, si on n'a pas de questions, on va pouvoir poursuivre avec la présentation du déploiement des maisons France Service.
Alors, si je vois quand même une question, a-t-on des chiffres plus précis sur les PDI? Alors, est-ce que la personne peut préciser? Ah oui, sur les pays de la Loire, hein, par rapport à la France, en fait. Je pense que c'est ça la question. Et non, malheureusement, c'est une des préconisations qu'on a mis justement dans notre rapport, c'est qu'on n'a pas du tout de chiffres précis. Le seul chiffre qu'on a, c'est qu'au niveau des Pays de la Loire, on aurait à peu près 13% de la population qui sera impactée par cet électronisme, mais on n'a pas de chiffres précis, on n'a pas eu d'études faites là-dessus. Donc, c'est une des préconisations notamment du Césaire, c'est qu'en fait, il y ait vraiment un état des lieux fait sur cette problématique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer sur… merci pour cette présentation, hein. Je vois les petits mots de remerciement dans la discussion. Monsieur Béziot, Oui, alors, je vous propose d'intervenir donc sur l'inclusion numérique via le déploiement des maisons France Service. très bien, bien volontiers. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je me présente, François Béziot, je travaille à la préfecture de Loire-Atlantique, niveau préfecture de région. Donc, c'est une structure qui fait plutôt de l'interministériel et il y a du pilotage de politiques qui se font au niveau régional. Donc, le préfet de région, il a certaines compétences spécifiques. Il faut savoir que le préfet de la région Pays de la Loire est aussi préfet de la Loire-Atlantique. Donc, il a deux casquettes. Donc, moi, je travaille aussi au sein d'une mission qui s'appelle Mission Territoire et Données. Et donc, je suis chargé de projet pour tout ce qui est politique d'accès aux services publics, les tiers-lieux, l'inclusion numérique, d'une part, et puis d'autre part, mais ça a des petits liens, mais pas trop, c'est le contrat de plan État-région. Voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif France Service qui est mis en place depuis une circulaire de 2019 avec un premier déploiement en début d'année 2020. Et donc, l'objectif, c'était, par rapport au grand débat qu'il y a eu, il est ressorti voilà, un sentiment d'éloignement des services publics pour une grande partie de la population, surtout en milieu rural et dans les quartiers aussi qu'on appelle politique de la ville. Donc, il y a une décision qui a été prise, c'est de mailler le territoire avec des structures un peu modernes et un peu qui correspondent à un nouvel modèle d'accès aux services publics, c'est-à-dire que là, c'est un lieu unique qui permet de traiter de multiples demandes. Donc, l'usager n'a pas à se déplacer dans plusieurs services, ce qui est parfois assez compliqué, surtout lorsqu'on est éloigné. Et elles sont accueillies par des personnes formées, donc il y a une formation de haut niveau et aussi disponibles, puisqu'elles doivent être permanentes, en permanence à deux. Donc, elles sont tout le temps présentes sur une plage horaire qui est assez conséquente. Et c'est pour effectuer les démarches administratives au quotidien. Et donc là, on voit tout de suite le rapprochement avec le développement du numérique, comme le soulignait Éléonore. On arrive maintenant à un temps, ça fait même quelques années, où il est pratiquement impossible ou très compliqué de faire ces démarches sur support papier. Ça existe toujours, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin en fait, d'un soutien pour pouvoir effectuer des démarches administratives du quotidien. Et donc, elles vont, dans ce cas-là, elles peuvent retrouver au sein des France Services quelqu'un qui va les accompagner pour effectuer ces démarches. Alors, pour accéder au label France Service, donc, il y a toute une batterie de critères sur l'aménagement des espaces, un espace confidentiel, la disposition de matériel informatique, la possibilité de faire des visioconférences. Alors, tout cela, on le retrouve dans une circulaire qui date du 1er juillet 2019, qui a défini vraiment très précisément l'offre de services, la charte d'engagement, donc on voit dans la diapo là, qui est présente, que je vais résumer
très succinctement, et puis aussi une grille d'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des critères très spécifiques, c'est une qualité, donc c'est un gage de qualité, et ce qui est important de préciser, c'est qu'elles se fondent, en fait, ces France Service, sur les anciennes maisons de service au public dont vous avez peut-être entendu parler, et il y a dans les France Service donc pas mal d'anciennes maisons de service au public. Alors, les grands principes de la charte France Service, c'est donc un socle de services communs. Donc là, vous voyez l'ensemble des partenaires qui sont détaillés, ils sont 9 au total. Et on peut remarquer que ça permet de couvrir l'ensemble des démarches pratiquement du quotidien, comme je cherche un emploi, je veux changer de logement, je viens d'avoir un enfant, j'ai besoin d'avoir une aide pour faire telle ou telle démarche. Et quand on va au sein d'une France Service, on peut répondre à l'ensemble de ces questionnements. Il y a aussi un ancrage local. Donc, excusez-moi, donc je suis sur mon petit téléphone portable, donc je ne vois pas tout bien. Merci Marie-Josée de rester sur cette page. Alors, je vous interromps juste une petite seconde. Oui. On nous fait remarquer en fait que votre vidéo, elle est à l'envers. En fait, on vous voit à l'envers sur la vidéo. Alors, est-ce que vous pourriez… Oui, voilà, merci. C'est bon là? Alors, attendez, je vais regarder. Alors, encore, non, vous êtes encore… c'est vraiment… On vous voit la tête en bas. D'accord. Bon, ben, c'est pas pratique. Alors, en fait, c'est un atelier sur l'accessibilité du numérique pour tous. Donc, pas de souci. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez la retourner? Oui. Oui, mais alors là, justement, je voilà, l'ai fait. alors, on y est presque. Là, voilà, parfait, parfait. Bon, désolé, je suis avec non, pas de souci. On n'a pas accès à ce support avec notre ordinateur professionnel, donc je fais comme je peux, j'espère. Merci à vous. Je vous en prie. Là, c'est bon. Voilà, on voit juste votre main et c'est bon, ouais. Merci. Ouais. Bon, je vais tenir mon téléphone, ça va être plus simple. Alors, donc, voilà. deux services, donc je vous ai précisé, il y a un ancrage local, c'est-à-dire donc les besoins, en fait, ils sont bien sûr, il y a tous les partenaires du socle donc, qui doivent être présents, mais aussi il peut y avoir des partenariats avec d'autres structures en fonction des besoins du territoire. Il y a une formation donc, qui est obligatoire pour tous les agents, donc qui est à peu près de 1 semaine en temps plein avec une formation un peu de pédagogie, de la relation avec l'usager, et puis aussi une formation avec chaque partenaire du socle pour bien connaître l'offre de service de chaque partenaire. Il y a aussi une qualité de service qui est mesurée à travers des bornes de qualité. Là, c'est en train de se développer. Et il y a aussi, bien sûr, le numérique. Donc là, le renforcement des actions, et ça tourne vraiment à lutter contre l'électronisme. Il y a même par exemple, des projets qui ont été menés, là ça va être en cours. C'est bien de mesurer la qualité de service, mais lorsqu'on a affaire avec des gens qui ne savent pas trop lire ou qui ne savent pas trop écrire, comment faire? Donc là, ça rejoint en fait l'électronisme et puis l'illettrisme. Et donc, il y a des projets qui sont en cours pour justement permettre de recueillir la parole d'un usager qui ne sait pas écrire ni lire pour formuler aussi son avis. Donc, il y a des systèmes de reconnaissance vocale qui vont se développer, et notamment les bornes de qualité de service maintenant qui sont déployées dans 500 France Service. Elles permettent de recueillir l'avis d'un usager sans avoir à écrire, c'est-à-dire juste en s'exprimant, ça permet de retranscrire par écrit et d'enregistrer dans la borne quel est l'avis de l'usager.
Il y a aussi des ateliers d'initiation aux usages du numérique qui sont organisés par les agents d'accueil. Alors, les espaces France Service accueillent de plus en plus de conseillers numériques. Là, aujourd'hui, il y a une vingtaine de conseillers numériques qui sont affectés dans des France Service pour justement faire un accompagnement très précis et adapté aux besoins de chacun. Alors, si on peut passer à la prochaine. Donc, la prochaine. Donc, c'est un réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un objectif à terme, c'est de pouvoir accéder à une France Service pour chaque habitant à moins de 30 minutes de son domicile. Aujourd'hui, il y en a 2000 qui sont déployés et à la fin de l'année, même en septembre, il devrait y en avoir exactement 2543. Alors, on va dire 2500, mais 2543, ça correspond à un chiffre qui a fait l'objet d'une étude et qui a permis de mesurer en fonction des territoires quel était le nombre optimal de France Service pour couvrir l'ensemble des territoires au niveau des cantons. Alors, les cantons, on a pu s'interroger, c'est plus au niveau du bassin de vie, donc que c'est important. Donc, bon, il peut y avoir des cantons qui n'ont pas de France Service si le bassin de vie comporte plusieurs cantons et que ce n'est pas pertinent d'en mettre dans chaque canton. Donc là, il y a une certaine liberté d'appréciation par rapport à cet objectif d'une France Service par canton. Alors, sur la diapo suivante. Donc, pardon Marie-Josée, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, les agents, ils ont effectivement un rôle essentiel en faveur de l'inclusion numérique, puisque donc ils permettent d'accompagner ceux qui sont éloignés, et pas que, d'ailleurs. Il y a aussi toute une catégorie de personnes qui viennent. Il peut y avoir des jeunes, des moins jeunes. Il est vrai que la fréquentation est surtout majoritairement composée de personnes de plus de 60 ans, donc qui ne disposent pas forcément d'outils numériques chez eux. Et donc, ils ont nécessairement besoin d'aller dans une France Service pour faire ne serait-ce déclaration de revenus, permis de conduire, demande de recherche d'emploi, remboursement de soins, etc. Alors, ils accompagnent donc dans les démarches en ligne. Donc, ils sont à côté des usagers, donc les agents d'accueil, et puis donc ils montrent comment naviguer sur le site. Ils font aussi pour eux des simulations d'allocation et des demandes de documents en ligne. Alors là, pour pouvoir faire ça, il y a bien sûr des limites, puisque on ne peut pas accéder à des données privées sans l'accord et sans un certain cadre. Ce n'est pas autorisé par la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté. Et donc, il y a un dispositif qui s'est déployé, ça s'appelle Aidant Connect, et ça permet en toute légalité à un agent d'accueil d'agir pour le nom de la personne qui fait la démarche. Alors là, ça se fait dans un cadre particulier avec une convention. Et donc, c'est tout à fait légal maintenant que donc pratiquement tous les agents d'accueil sont habilités Aidant Connect, et donc ils ont la possibilité de se connecter avec les codes, notamment France Connect, sur l'ensemble des sites et agir pour le compte de l'usager dans un cadre bien défini. Alors, ils résolvent des situations aussi complexes, mais là, ils doivent s'appuyer sur le réseau des partenaires avec qui ils organisent des permanences. Et donc là, ils peuvent réserver donc une heure au sein de la France Service dans une salle confidentielle avec un accès visio avec un des partenaires du socle. Et aussi, donc, dans chaque France Service, il y a obligation d'avoir du matériel informatique à disposition en libre service, dans lesquels les usagers peuvent aller consulter ce qu'ils souhaitent et puis demander de l'aide en fonction aussi des disponibilités pour pouvoir naviguer sur Internet. Alors, on va passer maintenant sur un petit zoom sur le déploiement en Pays de la Loire.
Alors, en Pays de la Loire, aujourd'hui, il y a 90 France Service. L'objectif, pour que ça soit optimal, c'est 115. Donc là, on devrait y aboutir d'ici la fin de l'année. Comme on voit dans le tableau du dessous, on a le nombre de France Service par département. L'objectif qui a été fixé pour la région Pays de la Loire, qui est de 113, il y a une petite erreur, c'est 115. Donc, le taux de réalisation est de 80%. Les perspectives, ça serait 117. Donc, on dépasserait l'objectif, sachant que il y a des France Service qui sont, on va dire, dans les cartons. Il y a une procédure de labellisation et c'est par vague. Donc, d'ici les vagues de avril et septembre, on devrait arriver donc à un total de 117 France Service déployés sur le territoire. Alors après, vous avez le détail selon les catégories de porteurs. C'est intéressant de voir qu'il y en a beaucoup dans les territoires ruraux. Il y a des efforts à faire aujourd'hui au niveau du déploiement dans les quartiers politiques de la ville. Il y en a 6 aujourd'hui et il y a une obligation de couvrir l'ensemble des quartiers qui s'appellent les quartiers vraiment les QRR. Ça existe toujours, ce sont les quartiers de reconquête républicaine où là, donc, on s'oppose parfois à une réticence des élus, puisque l'État ne peut pas imposer, bien sûr, d'implanter une France Service, c'est dans le cadre d'un partenariat. Et donc, il faut trouver des collectivités qui acceptent. Et parfois, elles peuvent estimer que sur le territoire, il y a suffisamment de services publics à disposition et donc il n'est pas nécessaire d'implanter une France Service. Et là, on ne peut absolument pas, l'État imposer une France Service contre la volonté d'une collectivité qui porte la France Service. Juste pour précision, ça peut être aussi des associations qui portent les France Service où on trouve aussi des MSA, les mutualités sociales agricoles ou la Poste. Alors, la diapo suivante, donc c'était oui sur la couverture, juste pour montrer que là, alors, c'est une cartographie qu'on a réalisée en simple avec l'INSEE pour montrer l'accessibilité aux services publics avant et après la mise en place des France Services. Alors, sur la photo de gauche, on voit donc l'accès avec. Donc, c'est en fait, plus c'est clair, plus l'accès aux services est court dans le temps en termes de déplacement. Donc, on voit depuis l'implantation des France Services et aussi là, c'était MSAP puisque l'étude date de 2020, il y a quand même un temps d'accès qui est bien meilleur qu'avant où là, il y avait vraiment beaucoup de rouge. Donc, ça s'est bien éclairci. Là, il y a une actualisation de l'étude avec l'INSEE. Donc, celle-ci date de fin 2020. On va l'actualiser là dans les prochains mois. Et on espère fortement que ça sera clair partout. En tout cas, c'est le but, voilà, qu'il y ait au minimum 30 minutes à partir d'où on se trouve, voire 20 minutes. Donc, ça permettra, avec cette étude qui va être faite, de voir l'effet de l'implantation des France Services, mais aussi de repérer là où il y a encore des difficultés d'accès pour trouver d'autres solutions d'accès. Et puis, comme il reste un petit peu de temps pour en déployer, c'est aider aussi les préfets de département pour implanter les France Services là où il y a le plus de besoins. Alors, sur la diapo suivante, donc oui, en termes de bilan qualitatif, alors donc il y a quand même une bonne dynamique dont on peut vraiment être content avec les partenaires qui sont beaucoup mobilisés, aussi les préfets, les sous-préfets qui doivent faire de la pédagogie auprès des collectivités, parce que bon, même s'il y a un financement donc, qui est de 30 000 € par an, ça permet de financer, on va dire, un agent d'accueil. Le reste à charge, bien sûr, du porteur de projet.
Et il y a donc, il faut souligner aussi le rôle essentiel des agents d'accueil qui font face à des demandes de plus en plus importantes. Le rôle des agents d'accueil est vraiment essentiel et ce n'est pas évident pour eux, je pense, de se situer puisqu'ils doivent vraiment trouver la limite entre accompagner et puis être experts. Ils ne sont pas experts, donc il faut savoir quand est-ce qu'ils doivent dire « là, je ne peux pas répondre à votre demande », même s'ils pourraient aller sur le site du partenaire concerné et dire « là, il faut que vous preniez contact directement avec un agent de Pôle emploi, un agent de la CAF, de la CARSAT, etc. » Et comme ils sont très bien formés, ben, ils ont la capacité de répondre à tout ou à beaucoup de choses, mais comme il y a beaucoup de monde, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver et qui n'est pas forcément évident. Et ils font vraiment, c'est très divers, comme ils peuvent renseigner sur des demandes assez techniques, mais aussi aller, quand une personne va sur Internet et qu'il n'y a pas trop de monde dans la France Service, et aller l'accompagner pour lui dire où chercher les informations dont il a besoin. On peut aussi être de manière positive se féliciter en fait des partenariats qui sont développés. Alors, il y a le Hub Conum, là on est très, très heureux de pouvoir travailler avec eux. Donc, il y a Grégoire Barbeau qui va intervenir tout à l'heure. Donc, on a pu notamment réaliser une étude sur un indice de précarité numérique. Alors, pour l'instant, cette étude est à usage interne, à la lecture du préfet pour voir quelles vont être les modalités de diffusion. Donc, on pense pouvoir la mettre en ligne très prochainement. On attend juste la lecture du préfet pour voir s'il y a éventuellement des modifications. Mais bon, on est confiant, on espère qu'elle sera accessible à tous très prochainement. Il y a aussi l'animation territoriale qui se développe avec les collectivités qui vont pouvoir accueillir et recruter des animateurs des France Service qui seront financés par l'État. Donc là, en termes d'animation, c'est aussi vraiment très, très important, puisque jusqu'à présent, ce sont les référents France Service en préfecture qui étaient en charge de cette animation. Et souvent, bon, ils sont responsables de bureaux. En général, ce sont des chefs de bureau de l'aménagement du territoire. C'est déjà assez prenant et donc il y avait un peu de manque de moyens pour qu'il y ait vraiment une animation de qualité. Il faut aussi noter alors beaucoup de complémentarité, de synergie avec d'autres dispositifs, notamment qui sont portés par le programme Société numérique de l'ANCT. Alors là, je ne vais pas trop développer, mais il y a notamment le pass numérique. Il y a les conseillers numériques, il y a des outils de médiation numérique, donc il y a le mobilier d'inclusion numérique, là il y a un appel à projet en ce moment, il y a du matériel informatique reconditionné qui est distribué aussi, là c'est en cours actuellement. Il y a des formations qui sont dispensées aux aidants numériques, aux médiateurs numériques, il y a le dispositif aidant numérique, il y a aussi les NEC, NEC, donc c'est des organisations en commun, le numérique en commun. Donc, voilà, ça permet à des acteurs du numérique de se rencontrer. En avant-dernier, il y a aussi la recherche d'une haute qualité de service. Donc, les France Service sont vraiment mobilisés pour que ça soit la meilleure qualité de service rendue possible. Alors, même si c'est très exigeant au niveau des critères et de la grille d'évaluation, on essaye d'aller encore plus loin, notamment avec ce qu'on a mené ici au SGAR en lien avec un cabinet et puis un cabinet en design de service, et qu'il a eu des immersions dans des France Service et puis des questionnaires qui ont été adressés aux habitants pour avoir leur avis sur le fonctionnement d'une France Service et demander quelles étaient aussi les marges de progression. Alors, cette demande a été faite auprès des habitants, des usagers même, mais aussi des habitants qui ne connaissaient peut-être pas les France Service, donc, et aussi auprès des agents d'accueil et des partenaires. Et donc là, ça sera peut-être intéressant de le développer dans d'autres démarches. On a trouvé différents prototypes, dont un qui est en fait
Ça s'appelle un tutoriel, donc ça permet en fait à chaque usager, lorsqu'il veut faire une démarche en ligne et qu'il n'est pas, qu'il a du mal à s'y retrouver, c'est tout simplement donc des fiches qui disent voilà, vous recherchez telle aide, il faut cliquer sur tel ou tel endroit, avoir tel ou tel papier. Donc ça permet de mettre sur papier et de s'organiser avant d'aller faire la démarche en ligne. Alors ça, c'est un des trois outils qui a été retenu et qui devrait être déployé là, dans les France Services prochainement, avec aussi des pochettes. En fait, il y a eu un travail très, très important qui a demandé beaucoup de temps et pour aboutir à des outils très, très simples, mais qui répondent à une vraie demande. Alors l'autre, c'est une pochette, en fait, qui est un aide-mémoire pour pouvoir classer ces documents. Et enfin, le dernier, ça s'appelle un nuancier administratif qui permet de préciser par rapport à tel ou tel partenaire, qu'est-ce qu'on peut avoir à quel besoin il peut répondre. Et puis là, j'évoquais juste à présent l'étude qui est en cours avec l'INSEE pour faire une actualisation de l'étude précédente et pour montrer s'il y a encore des territoires où les services publics ne sont pas suffisamment proches et donc où aussi les besoins d'inclusion numérique se font importants. Et ça sera très intéressant de comparer les territoires un peu vides en accès aux services publics par rapport aux territoires où, d'après des indices qui ont été faits, calculés, il y a une corrélation. Et donc, ça permettra de dire, ben là, c'est vraiment ici qu'il faut implanter la France Service parce que non seulement il n'y a pas d'accès aux démarches ou aux services publics, mais en plus, il y a des forts besoins en matière d'accompagnement numérique. Voilà, excusez-moi si j'étais un peu trop long et puis un peu Non, pas mal de merci. difficultés numériques. Non, on a une question par rapport aux pochettes, éventuellement, est-ce qu'il serait possible de les avoir pour les salariés en insertion? Alors ça, alors les pochettes, il faut qu'on voit comment se déployer parce que en fait, c'est un coût, donc il faut qu'on voit ensemble en fait comment les distribuer. Donc là, on voit déjà avec la Banque des Territoires si on peut avoir des financements pour pouvoir parce qu'en fait, ce sont des pochettes qu'il faut assembler, donc elles ne sont pas livrables comme ça. Il faut faire une commande et puis ensuite les commander et voir par qui les financer. Donc, je vous propose la personne en fait qui a posé cette question, si elle souhaite se rapprocher de moi, je pourrais lui donner des informations plus précises quand on aura déjà trouvé, on sera bien précis sur le déploiement de ces outils qui sont d'abord dédiés, enfin, donc qui visent les France Services, mais effectivement, si ça peut intéresser d'autres types de partenaires, oui, au contraire. Alors, il y a d'autres questions là, donc sur comment faire bénéficier les personnes qu'on accompagne des numériques, comment devenir un label France Service. Alors, ce que je propose, c'est qu'on aborde ces questions dans les ateliers après, puisque M. Béziot, vous allez participer aux ateliers et qu'on réponde à ces questions dans les ateliers pour qu'on puisse tenir notre timing et avoir un éclairage des acteurs du numérique par Grégoire Barbeau. Très bien. Ok, merci. Je vais passer la parole à Grégoire. Oui, bonjour. On est d'accord, niveau timing, je reste sur les 10 minutes pour qu'on ait le temps de prendre une pause et de préparer les ateliers. Si vous pouvez vous ajuster, c'est bien, mais oui. C'est parti. Je vous laisse passer les diapositives, Marie-Josée, parce que j'ai des problèmes de connexion, justement. On peut travailler dans le numérique et être soi-même en situation d'électronisme dans certains cas. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Grégoire Barbeau, je travaille à l'association Ping et au sein de l'association Ping, je suis en charge de la coordination du Hub Conum et aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet de quels sont les acteurs de la médiation et l'inclusion numérique en région Pays de la Loire.
L'objectif de ce temps, ça va être déjà de vous présenter qui sont ces acteurs-là, où on peut les trouver et pourquoi il y a une diversité aussi d'acteurs. Alors, un tout petit point de présentation, mais très très rapide. Je vais parler du Hub Conum, mais c'est un nom peut-être qui ne vous parle pas. Donc, très rapidement, c'est un hub issu d'un appel à projet national impulsé par la Banque des Territoires en 2019 et la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et qui est composé par une pluralité d'acteurs sur son pilotage. Donc, les noms sont sur un diapositive, je vous laisserai les consulter après. Et les principales missions du hub sont justement de structurer les réseaux de la médiation numérique, de rendre visibles les acteurs déjà en place et d'accompagner et former les acteurs concernés par la médiation et l'inclusion numérique. Par contre, que les choses soient claires, notre public, nous, ce sont les professionnels qui vont accompagner les personnes les plus en difficulté sur le numérique. On ne va pas, nous, Hub, former directement les personnes qui ont du mal au numérique, mais plutôt outiller, accompagner les professionnels qui vont venir en appui aux personnes. Je vous invite à consulter le site internet si vous voulez un peu plus d'informations, ou dans tous les cas, on pourra aussi en discuter en atelier, mais je ne vais pas peut-être perdre plus de temps sur la présentation. Ce qui nous semblait intéressant pour aussi lancer la discussion, c'est depuis le début, on parle d'inclusion numérique. Mais déjà, moi, il y a ce terme-là, il me semble important à décortiquer, parce qu'on peut toujours trouver plusieurs facettes à l'illectronisme et comment on y répond justement à cet illectronisme. Généralement, il y a deux termes qui peuvent être accolés, qui sont l'inclusion numérique et la médiation numérique. Je vous propose une définition très rapide de ces deux termes pour juste qu'on se mette d'accord sur la sémantique, parce que ça ne veut pas dire la même chose. C'est pas le même type d'accompagnement et c'est pas le même type de professionnel. Donc, l'inclusion numérique, pour résumer très grossièrement, on va faire à la place d'eux. Il y a une personne qui vient avec une demande, je lui fais sa demande, voilà, j'ai besoin de faire une déclaration CAF pour avoir mes allocations, eh bien, je le fais à ta place, ou alors je le fais à côté de toi, mais en te guidant un minimum. Le souci, c'est que la semaine prochaine, la personne, enfin le mois prochain, la personne ne sera pas autonome, elle va devoir revenir voir la personne qui l'accompagne. Donc ça, on va être plutôt dans une situation d'inclusion. On va vraiment se répondre à un besoin tout de suite, immédiatement, alors que la médiation va viser l'autonomisation. La personne va venir pour faire une déclaration CAF, elle va venir 3-4 fois pour comprendre comment je me crée un compte, où je clique, quelles sont les informations que je mets. Ça va prendre plus de temps, c'est une autre pédagogie, la personne ne va pas faire à la place d'eux, mais l'accompagner vraiment pas à pas d'une façon plus qualitative aussi parce qu'elle a le temps de le faire. Et donc, à terme, cette personne-là ne reviendra pas voir la personne qui est accompagnée parce qu'elle sera autonome. Donc, c'est bête dit comme ça, mais ces deux approches sont différentes parce que c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas la même temporalité, et donc, in fine, ce ne sont pas non plus les mêmes professionnels qui vont être confrontés à faire de l'inclusion ou de la médiation. Et justement, dans la préparation de cet événement Carrefour-F, on s'est dit, autant vous donner quelques billes sur ces différents métiers qui peuvent accompagner justement les publics les plus fragiles sur le numérique. Alors, différents cœurs de métier, en fait, dans la médiation numérique, on va avoir tout un écosystème assez disparate en fonction des territoires et en fonction de l'histoire aussi du territoire lui-même. On va avoir les classiques, on va dire, médiateurs numériques, conseillers numériques en service, indépendants, formateurs, animateurs jeunesse spécialisés en multimédia, service civique ou bénévoles. Ce petit paquet sont les acteurs cœur sur la médiation numérique. Je vais peut-être faire un tout petit aparté sur les conseillers numériques France Service parce que c'est un nouvel acteur qui vient d'arriver sur le territoire il y a peu de temps. Donc c'est un dispositif national qui vise à financer pendant 2 ans, l'État pendant 2 ans finance des postes de conseiller numérique France Service qui sont l'équivalent de médiateurs numériques. Le conseiller numérique France Service dispose d'une formation initiale allant de 105 à 420 heures pour justement se former à ce métier-là, pour qu'ils puissent ensuite interagir avec les publics en direct pour les accompagner sur leurs usages numériques. Donc ça, c'est vraiment le paquet, le cœur cible. Ensuite, on va voir un peu à la frontière entre deux mondes, les bibliothécaires qui sont aussi amenés de plus en plus à faire de l'accompagnement sur le numérique, que ce soit des démarches administratives, même si c'est pas leur cœur de métier, et d'autres bibliothécaires qui vont plutôt être sur la culture numérique, sur comment on crée du contenu en ligne, comment on utilise des outils à commande numérique type impression 3D, comment on peut faire un peu de robotique. Donc voilà, il y a aussi une diversification des activités au sein des bibliothèques. Et le troisième cœur de métier impacté par cet accompagnement, c'est les travailleurs sociaux qu'on peut retrouver dans les services publics, CAF, CARSAT, MSA, Pôle emploi, les salariés aussi des maisons France Service, et d'une façon générale, tous les travailleurs sociaux qui accompagnent les usagers
dans leur démarche quotidienne. Donc ça, ce sont les métiers. Il nous semblait intéressant de faire un petit focus aussi sur les offres de formation existantes pour arriver sur ces métiers-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a assez peu en Pays de la Loire à notre connaissance. Alors, je suis aussi curieux de voir dans le chat, n'hésitez pas à rajouter des formations qui auraient pu passer sous le radar, parce que j'en ai listé finalement assez peu. La première, c'est la licence professionnelle USETIC à Rennes, donc qui est une licence professionnelle pour justement favoriser la montée en compétences des futurs médiateurs numériques. On a le titre professionnel REMN, responsable d'espace de médiation numérique, proposé par certains centres de formation AFPA, mais sur les Pays de la Loire, il y avait celui de Saint-Herblain qui le faisait, mais il me semble qu'il a arrêté et que là, il s'est relancé dans le cadre des conseils numériques France Service, mais je ne sais pas s'il va perdurer. On a des BPGEPS animation médiation numérique, donc BPGEPS animation, avec une spécialisation ou en tout cas une mineure sur justement la médiation numérique, qui est en train de se déployer notamment en Maine-et-Loire et aussi en Vendée, il me semble, mais ça, Emmanuel pourra me corriger si je dis des bêtises. Et les derniers types de formations, on va avoir en ce moment pas mal d'organismes qui vont proposer des formations à destination des travailleurs sociaux. Donc, on va voir les classiques structures de formation, donc Ascoria, Arift, qui de plus en plus vont proposer des formations pour les travailleurs sociaux. On a aussi le Hub Conium, donc on anime des formations sur 2,5 jours pour accompagner les professionnels sur ces usages-là, sur cette montée en compétences-là. Et on va avoir aussi le CNFPT qui peut proposer ponctuellement aussi des formations pour accompagner les personnes du service public sur une montée en compétences sur l'accompagnement numérique. Donc voilà, on voit que c'est des métiers différents, avec peu de formation, répondant à deux démarches différentes. Tout ça pour en arriver où? Tout ça pour en arriver à, on a essayé donc au sein du Hub Conium, donc c'est un hub qui a maintenant un peu plus de 2 ans d'existence, de recenser l'ensemble des lieux permettant de favoriser l'inclusion et la médiation numérique sur les Pays de la Loire. On est arrivé à un résultat de 611 lieux pour le moment, sachant que c'est une cartographie crowdsourcée, donc avec une remontée à chaque fois des acteurs qui peuvent se signaler par un formulaire, où l'objectif justement est de recenser quels sont les lieux d'accueil potentiels et en qualifiant un petit peu. Notamment là sur l'image, on voit, on peut faire un ciblage par département, par type d'activité. Est-ce qu'on est sur une prise en main du matériel? Est-ce qu'on est sur la culture numérique, culture Fab Lab? Est-ce qu'on est sur des démarches administratives en ligne? Le type de formation, est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est du collectif? Le type de public, est-ce qu'on s'adresse à des publics jeunes spécifiquement ou tout public ou senior? Et les modalités d'accès, est-ce que c'est gratuit, payant, sous condition? Cette cartographie elle est intéressante pour les professionnels. Encore une fois, on ne va pas dessiner aux personnes elles-mêmes en difficulté sur le numérique. En fait, le postulat de départ était pourquoi faire une cartographie en ligne pour des personnes qui n'arrivent pas à se connecter sur Internet potentiellement? Ça serait contre-productif. Donc, on l'a vraiment plutôt fait pour les professionnels à la fois de la médiation numérique, mais aussi du travail social, afin de pouvoir orienter aussi et accompagner les publics quand soi-même on a atteint ses limites en matière d'accompagnement numérique. Donc, cette cartographie, c'est une VA, elle est perfectible. Il y a encore 2-3 éléments qu'il faut améliorer. Il y a encore 2-3 sourcings à aller chercher sur certains territoires. Donc, on travaille activement, notamment avec certains réseaux vendéens, entre autres, mais aussi de la Sarthe pour améliorer le référencement des lieux d'accueil pour la médiation et l'inclusion numérique. Mais c'est intéressant de la présenter aujourd'hui parce que peut-être vous, ça peut aussi vous aider à orienter des personnes que vous accompagnez. Donc, sur cette cartographie, on va retrouver à la fois des ateliers, donc des ateliers de type je vais dans un centre social pour utiliser une boîte mail. On va retrouver aussi des postes en libre accès. Il y a un poste à la CAF avec un ordinateur pour pouvoir faciliter des démarches en ligne et ponctuellement certaines formations professionnelles un peu plus longues et un peu plus costauds. D'ailleurs, je me demande si A2F est recensé. J'ai vu que A2F participe au webinaire et il me semble que je ne suis pas sûr qu'il soit recensé, donc c'est un petit manque qu'il va falloir justement travailler. Je vous ai mis dans le lien, dans le canal de discussion, le lien vers la cartographie. Le plus simple, plutôt que je continue à parler sur une image, c'est d'aller fouiller par vous-même cette cartographie, d'explorer et de nous faire un retour aussi sur les manques et l'utilité que vous pouvez y trouver.
Et je vois que mon temps est écoulé, donc je vais Non, non, m'arrêter là. euh, pas du tout. En fait, je voulais partager justement la fin. Excusez-moi. Oh non, non, mais de Non, toute non, c'est façon, bon. j'avais Alors, un peu, par rapport à j'avais cette… fini. Ouais, vous avez terminé. Par rapport à cette cartographie, justement, on va amorcer les ateliers avec le test de cette cartographie. Donc, on va la reprendre tout à l'heure et vous pourrez voir sur votre territoire l'offre de services qui est proposée. Faut aussi faire remonter s'il y a des manques sur votre territoire, parce que donc l'Hub, c'est un acteur régional. Forcément, vous avez quand même des fois la connaissance du territoire beaucoup plus fine que nous, dans certains cas. Donc, c'est aussi très intéressant d'avoir votre remontée de terrain pour être sûr qu'il n'y ait pas un acteur incontournable avec lequel vous travaillez et qui n'est pas recensé. Donc, c'est aussi dans les deux sens. Peut-être que nous, on a repéré quelqu'un que vous n'avez pas identifié, et inversement, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un depuis longtemps que nous ne connaissons pas, et nous nous ferons un plaisir de mieux connaître. Merci Grégoire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause d'un quart d'heure et qu'on reprenne en atelier. Donc, ça va être 10h30. On va être décalé un petit peu, ou 10h30. Et on va reprendre le travail en atelier et réaborder en fait les solutions qui vont pouvoir être mobilisées en lien avec les freins que vous avez identifiés. Donc là, je vous partage le tableau de freins que Nicolas a concocté. Il a repris tous les post-it que vous avez notés, les freins que vous avez notés sur les post-it. Et à partir de ces freins, on va, dans les ateliers, chercher à trouver des solutions pour chacun de ces freins. On va démarrer donc à 10h30 sur les freins matériels et puis ensuite, on travaillera sur les usages dans un deuxième atelier. Est-ce que ça vous convient ? Ok, donc on se retrouve dans un quart d'heure dans les ateliers pour aborder toutes les solutions. Nous allons pouvoir redémarrer. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot dans la discussion pour nous indiquer si vous êtes revenu? De retour, ok, présent, très bien. C'est bon, ok, très bien, merci. Donc, comment va se passer le travail en atelier? Donc, l'objectif, c'est à partir des freins que vous avez notés tout à l'heure, de reprendre ces freins et d'aller chercher des solutions en cherchant des solutions pour les bénéficiaires finaux, donc les personnes en démarche d'emploi, formation, en difficulté d'accès au numérique. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, il y a deux groupes, on va vous dispatcher en deux salles, deux groupes. Donc, j'animerai un groupe et Nicolas animera le second. Et puis, nos intervenants, donc Éléonore, François, Grégoire et puis Emmanuel Lemoine qui nous a rejoints, interviendront dans ces ateliers. Donc là, nous allons démarrer tout à l'heure. Le deuxième atelier démarrera à 11h10. Et puis le premier, donc on est vraiment axé sur faciliter la connectivité en individuel et la connectivité via les espaces numériques. Et dans le deuxième, on sera sur l'usage du numérique et la montée en compétences.